Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue. Je suis Papa Marc-André et aujourd'hui je vous présente le jeu Sobek 2 joueurs ainsi que son extension Les Trésors du Pharaon. Les jeux 2 joueurs ont vraiment la cote par les temps qui courent. On n'a qu'à penser à Toy Battle et Zenith qui ont remporté des prestigieux prix dans les dernières semaines. Donc Sobek 2 joueurs, le titre le dit, c'est un jeu pour 2 joueurs. C'est pour des 10 ans et plus pour les parties d'environ une vingtaine de minutes. Les auteurs sont Bruno Catala et Sébastien Pochon et c'est illustré par Nayad. Donc c'est pas une nouveauté, on parle d'un jeu qui est sorti aux alentours de 2021, mais c'est un jeu, moi, dans les dernières années, un jeu de 2 joueurs que j'ai beaucoup apprécié, là. Tout comme Toy Battle et Zenith, qui sont 2 jeux que j'adore. Donc j'avais envie de vous présenter Sobek 2 joueurs, également son extension. L'extension, j'ai pas la boîte parce que tout rentrait facilement dans la boîte de base. Tout ce qui me reste, c'est ce petit bout-là avec la signature de Bruno Catala que j'avais réussi à rencontrer lors d'un de ses passages au Québec là, dans les dernières années. Donc j'étais bien content de pouvoir le rencontrer. Il m'a battu à Donut. C'était pas facile de jouer contre lui à ce jeu-là. Donc beaucoup de plaisir quand on l'a rencontré, quelqu'un de très bien. Donc j'en reviens à Sobek 2 joueurs. C'est un jeu donc où on va s'affronter pour essayer d'obtenir le plus de marchandises, de faire les meilleures ventes possibles face à notre adversaire. Donc, on va ramasser des tuiles sur un marché pour essayer de les vendre. On va pouvoir faire appel à des personnages aussi là, qui vont pouvoir nous aider. Puis, il va falloir faire attention à notre corruption pour que le dieu Sobek reste bien dans nos faveurs. Donc, toutes sortes de petites choses à surveiller. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on va prendre C'est parce que ce qu'on va prendre va déterminer un peu ce que l'autre joueur va pouvoir prendre ensuite. Donc, bref, je vous explique plus en détail là, dans pas long comment jouer à Sobek 2 joueurs. Moi, c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé là, dans les dernières années. Donc, j'installe tout ça puis pour vous montrer la mise en place et comment on y joue. Pendant ce temps-là, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez voir des vidéos de règles comme ça ou des fois des parties en solo, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait super plaisir. Donc, j'installe ça. Alors, pour commencer, on va évidemment mettre le plateau au centre de la table. Ensuite, vous allez prendre les tuiles de départ. Ça, ce sont les tuiles comme ça, là, avec le dos gris. Chaque joueur va en recevoir 2 qui gardent secrètement. Et ensuite, on va prendre les 4 prochaines. Puis les 2 dernières, on va les remettre dans la boîte. On n'aura pas besoin de ces 2 tuiles-là. Et on va commencer à remplir le marché. Important, quand on remplit le marché, on va toujours commencer par le centre ici, où est-ce qu'il y a le symbole. Et on va commencer comme ça. Donc, on va révéler les 4 premières pour aller remplir ces espaces-là, comme ça. Et ensuite, on va continuer à remplir avec d'autres tuiles, mais même pendant la partie, ça va arriver que vous allez devoir remplir le marché. Donc, on commence toujours par le centre comme ça. Ensuite, vous voyez l'autre symbole ici dans la section orange. On met une tuile là et on s'en va comme ça. Et ensuite, on repart en haut ici dans le coin en haut à gauche et on fait le tour comme ça pour continuer à remplir le marché. Donc chaque fois qu'on remplit le marché, que ce soit en début de partie ou pendant la partie, c'est toujours de cette façon-là qu'on doit fonctionner. On va ensuite prendre les autres tuiles, donc 45 tuiles marchandises et 10 tuiles personnages. Donc, les marchandises qui ne sont pas les marchandises de départ ont cet endos-là, tandis que les personnages ont le dos rouge comme ça avec un personnage. On continue à remplir en partant d'ici. Les marchandises, on les met face visible, alors que les personnages, eux, on va les laisser face cachée. Les tuiles qui restent, vous les laissez en pile près du plateau. Ils vont pouvoir venir s'ajouter éventuellement pendant la partie. On va ensuite prendre les 13 jetons de pirogue, comme ça. On les met face cachée, on les mélange. Et on va venir en positionner 5 là, dans les espaces ici prévus à cet effet, comme ça. Tandis que les autres, on va les laisser toujours face cachée près du plateau.
On va retrouver également un sac comme ça qui contient des jetons d'ébène. C'est des jetons avec des valeurs dessus, là, 3, 6, 8, là, différentes valeurs. On les met dans le sac et on laisse le sac près du jeu, car des fois on aura besoin d'aller piger dans ce sac. Chaque joueur va également se prendre une petite tuile comme ça de corruption qu'il place devant lui. Vous déterminez un premier joueur au hasard et vous lui donnez le pion Ankh qui va être en sa possession. Et vous allez être prêt à commencer. On retrouve 6 familles là, de marchandises dans le jeu, ainsi qu'un joker. Le joker, c'est les statues comme ça ici. On va retrouver de l'ivoire, de l'ébène, ensuite on a du marbre, du blé, du poisson et du bétail. Dans chaque famille, on va avoir des tuiles qui vont avoir des petits symboles de scarabée ici, comme ça dans le bas de la tuile, alors que d'autres tuiles n'en auront pas. Puis on a le joker, comme j'ai mentionné, ça c'est des statues comme ça. Chaque tuile a également des marques marron, là, que ce soit en diagonale comme ça, sur les côtés ou de haut en bas. Ça va être pour indiquer dans quelle direction on va devoir placer le pion Ankh après avoir sélectionné une tuile. C'est important de placer les tuiles toujours de façon là, toujours droite là, dans le même côté, sinon ça viendrait déranger la façon de placer le pion Ankh. Également les personnages, on va en regarder un là. Chaque personnage est également associé à une marchandise. Donc ici, on a ce personnage-là qui est associé à l'ivoire. Donc il a sa couleur, de la même couleur que la marchandise, et il a son pouvoir spécial. On va voir ça plus en détail dans pas long. À notre tour de jeu, on va avoir 3 options. Soit on va récupérer une tuile sur le marché, que ce soit la marchandise ou personnage. Soit on va vendre des marchandises, ou soit on va jouer un personnage qu'on a obtenu là, dans des tours avant. C'est les 3 options qu'on a. On va marquer des points en vendant des marchandises et en obtenant des jetons d'ébène. À la fin, quand la fin de la partie est déclenchée, on calcule les points. Celui qui en a le plus est déclaré vainqueur. Le joueur qui débute la partie, donc qui a reçu le jeton Ankh, va pouvoir choisir une des 4 tuiles du centre, là, dans les 4 tuiles de départ qu'on a mis. On peut regarder là ce qu'on a déjà. Donc ici, j'ai du blé, du poisson. Pour vendre des marchandises, il va falloir en avoir au moins 3 dans notre jeu pour pouvoir les vendre. Si on n'en a pas 3, on ne peut pas les vendre. Donc là, je pourrais me dire, on va aller prendre le blé qui est ici, ça m'en ferait déjà un deuxième. Pour marquer des points, à la fin, on calcule le nombre de tuiles qu'on a vendues d'une marchandise multiplié par le nombre de symboles de scarabée qu'on retrouve. L'ivoire, c'est le seul qu'on retrouve avec des tuiles qui ont 3 scarabées. Tandis que le marbre et l'ivoire, non pas l'ivoire, le marbre et, j'oublie toujours le nom. Le marbre et l'ébène ont des tuiles avec 2 scarabées, tandis que le blé, le poisson et le bétail ont des tuiles avec 1 scarabée. Donc, on multiplie le nombre de scarabées par le nombre de tuiles qu'on a vendues, et ça nous donne notre total de points. Je pourrais venir prendre ça ici. Ce qui est important à savoir, c'est que quand on prend une tuile, après ça, on va placer le jeton dans la direction des marqueurs. Donc là, comme ça. Ça va indiquer dans quelle rangée ou dans quelle colonne ou dans quelle direction l'adversaire va pouvoir piger. Donc là, en prenant cette tuile-là, je donne accès à toutes ces tuiles-ci dans la rangée à mon adversaire. Parce qu'on n'est pas obligé de prendre nécessairement celle qui est juste à côté. Ici, mon adversaire va du marbre et du poisson. Donc, il pourrait trouver intéressant de venir prendre ça ici, mais là, s'il prend la tuile poisson là, on va placer le jeton Ankh ensuite dans cette direction. Donc là, c'est de savoir, est-ce que je veux laisser les 2 scarabées ici avec l'ébène à mon adversaire, ou j'aime bien le petit joker qui est là, ça m'intéresse, ou il y a un personnage accessible là, qu'est-ce que je veux choisir? Donc, toutes les options sont bonnes. Par contre, plus on passe par-dessus des tuiles, plus ça peut venir nous pénaliser. Comment ça nous pénalise? Bien, exemple,
si je veux le personnage qui est là. Bon, ben, je vais passer par-dessus ces deux tuiles-là. Il faut les enlever. Et on va venir les placer face cachée sur notre plateau de corruption. Et là, ça va me donner le personnage qui est ici. C'est bien. Il va me donner son pouvoir. Ou sinon, les personnages en fait ont deux options, là. Soit on va utiliser pour leur pouvoir, ou soit on peut l'utiliser comme une marchandise. Donc, si plus tard dans la partie, j'ai toujours cette tuile-là et que j'ai beaucoup d'ivoire, puis que c'est payant, puis tout ça, puis que je veux la vendre, plutôt que d'utiliser son pouvoir, ben, je peux l'utiliser comme une marchandise. Ça, c'est les deux pouvoirs du personnage. Mais c'est ça, ça vient de m'ajouter deux corruptions ici. Je vais revenir plus tard sur ce que ça va faire que la corruption, mais l'idéal, c'est de ne pas en avoir trop. Là, les personnages, vous remarquez qu'on n'a pas de direction comme les tuiles marchandises. Donc, quand un joueur prend un personnage, c'est lui-même qui va décider dans quelle direction il va placer le pion Ankh. On est obligé de le placer dans une direction où il reste des tuiles. Là. Donc, si ici il n'y avait plus de tuiles du tout, je ne pourrais pas le laisser comme ça pour que mon adversaire n'ait rien pigé. Là. Je serais obligé de le diriger. Donc là, dans ce cas-ci, disons que je vais le diriger comme ça. On n'a pas de limite au nombre de tuiles qu'on peut accumuler. Ça, il n'y a pas de limite pour ça. Là, ils sont face visible, mais en temps normal, on les garde face cachée. Ceux de la corruption, elles, sont toujours face cachée, mais on a le droit d'aller les vérifier en secret. Par contre, on ne peut pas aller vérifier celles de notre adversaire. Je vais revenir avec les détails de la corruption un peu plus tard, mais juste, en fait, pour expliquer vite, le joueur qui aura le moins de corruption entre les deux joueurs va pouvoir piger des jetons d'ébène ici qui peuvent donner quand même là, un certain nombre de points intéressants. Et plus on en a de gros écarts entre les deux joueurs, là, plus un joueur en a beaucoup versus l'autre, ben, il pourrait faire en sorte que son adversaire va chercher plus qu'un jeton d'ébène. Donc, ça peut devenir payant là, pour le joueur qui avait le moins de corruption. Donc, mais des fois, pour aller chercher des tuiles intéressantes, on se dit « Ah, ben, je vais prendre la chance d'avoir un peu de corruption. » Puis, vous allez voir qu'il y a des moyens de s'en débarrasser ou d'en donner à l'adversaire. Bref, on va voir ça dans pas très long. Certaines tuiles ont ici un petit symbole là, de jeton d'ébène. Pardon. Donc, exemple, là, sur le joueur ici, ben, je pourrais venir prendre cette tuile-là. Je place le jeton Ankh en direction comme sur la tuile. Et là, j'ai deux choix. Je peux garder mes poissons, surtout que j'en ai déjà un, pour l'accumuler comme ça. Ou je peux la défausser et piger dans le sac un jeton d'ébène. Dans ce cas-ci, disons que je la défausse. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et là, je pigerai ici 6 points qui viennent s'accumuler pour moi. Les points varient, ça va de 3 jusqu'à 9. Évidemment, le 9, il y en a seulement un. Là. Les plus petits chiffres sont là en plus grande quantité. Mais bon, c'est une décision que vous pouvez prendre, là. Soit on défausse la tuile pour prendre le jeton, ou soit on la conserve et on espère la vendre pour faire des points. Ensuite, les joueurs vont enchaîner les tours comme ça, puis à un moment donné, ben, au fil du jeu, le marché va se vider. Donc, on va enlever des tuiles un peu au hasard, comme ça. Vider le marché. Personnage. Ça, comme ça. Puis là, à un moment donné, ici, disons que ça c'est parti aussi. À un moment donné, un joueur va prendre une tuile ici et va placer le pion Ankh dans une direction où est-ce qu'on n'a plus de tuiles. Ça va arriver qu'on prend les tuiles comme ça. Évidemment, les tuiles personnages, comme j'ai expliqué, on ne peut pas volontairement le placer dans une colonne ou une direction où on ne trouvera pas de tuiles. Mais avec les tuiles marchandises, en cours de partie, ça va finir par arriver. Donc là, c'est au tour d'un joueur à jouer. Il n'y a pas de tuiles comme ça. Il peut quand même vendre des marchandises. Là, ici, j'ai de l'ivoire. Je pourrais décider de les vendre. Je pourrais jouer un personnage, pas de problème. Mais si je veux faire l'action de piocher une tuile marchandise, ben, avant de le faire, je vais devoir remplir le marché. Donc avec les tuiles qui nous restaient en début, on va recommencer à remplir le marché en partant par ici comme ça. Et on va tout remplir à nouveau le marché. On enlève le pion Ankh.
part en haut. Et il nous en reste encore. Donc, si jamais la situation se reproduit, on va à nouveau remplir jusqu'à temps qu'on n'ait plus de tuiles sur le côté du plateau. Et là, le joueur, quand c'était son tour, va pouvoir piger une des 4 tuiles au centre ici. Donc là, il pourrait venir prendre, disons, celle-là ici comme ça. Et continuer la partie. Quand à son tour, un joueur décide de vendre un lot, donc ici, disons que le joueur veut vendre son blé. Au lieu de piger une tuile, il va dire je vends mon blé. Et il va faire, on va calculer les points à la fin, mais là, dans ce cas-ci, ça lui donnerait 6 points, parce qu'un scarabée fois 6 tuiles. Donc, il a décidé de vendre son personnage aussi. Quand on vend un lot de marchandises, on a accès aux 5 jetons pirogues qui sont là. Donc, on peut les regarder secrètement et en choisir un. Quand le deuxième joueur va également avoir vendu puis pris connaissance des jetons, là, on pourra les laisser face visible, mais tant qu'un joueur n'a pas vendu, il ne peut pas savoir que les jetons pirogues sont là. C'est quoi les jetons pirogues? Ben, c'est des bonus ou des actions supplémentaires que vous allez pouvoir faire. Ils sont bien détaillés ici là, dans une fiche de jeu. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une pyramide comme ça qui nous permet de rejouer immédiatement en tenant pas compte de la direction du pion hang. Donc, exemple, si je viens de vendre des marchandises et que le jeton était comme ça, ben, je pourrais décider au lieu d'aller me chercher le personnage qui est là. Donc, on peut rediriger le pion hang dans la direction de notre choix pour rejouer un tour. On a des jetons comme ça ici qui permettent d'ajouter 2 scarabées à des marchandises qu'on a vendues, là, soit de blé, de bétail ou de poisson. Donc, ça ajoute des points. On a un jeton ici qui nous permet de vider notre plateau corruption et on les ajoute à notre main. Ça peut être très intéressant. Donc ici, les jetons que j'avais mis là pourraient revenir dans mon jeu et ça me vide ma corruption. On a des jetons comme ça ici qui ajoutent de la corruption, soit 1, soit 2, qu'on envoie sur l'autre joueur. Augmente la corruption des joueurs. On a un jeton qui donne 7 points. On a des jetons qui rapportent 2 points et qui nous fait piocher également un jeton d'ébène supplémentaire. Ici, on a un jeton qui nous permet de piger 2 d'ébène et de conserver celui de notre choix. Ou on a la main comme ça qui permet de faire en sorte qu'on va obliger le joueur à son tour suivant à prendre une tuile en question. Donc là, si j'ai vendu ici la marchandise, ben là, je pourrais décider que mon adversaire va être obligé de venir prendre elle ici. Donc, ça lui fait de la corruption en plus. Et il se retrouve avec cette case, cette tuile-là, obligatoirement. Et ça revient à notre tour. C'est les petits pouvoirs là, de jeton pirogue. Ça ressemble à ça. Il y en a qu'on... Donc, à chaque partie, ça change parce que, comme vous voyez, il y en a qu'on n'a pas utilisé. Quand on vend des lots de marchandises, on peut également utiliser ici là, les statues. Si on en possède, c'est des jokers. Donc, on peut les... Quand on vend, on peut l'ajouter à un lot qu'on vend là, pour marquer plus de points. C'est à ça que servent les statues. À notre tour de jeu, au lieu de vendre des marchandises ou de prendre une tuile, on peut jouer un personnage qu'on possède. Donc, eux aussi, ils sont bien identifiés là, sur une fiche. Donc, on a l'architecte qui permet de prendre 3 jetons de pirogue au hasard parmi ceux qu'on a laissés de côté, en choisir un et appliquer son effet. On a les grandes prêtresses qui permettent de retirer un type de marchandise de notre plateau corruption. Donc, ici, là, je suis chanceux. J'ai 4 fois le marbre. Donc, je pourrais dire, ben, avec ce personnage-là, je retire les 4 jetons marbre de mon jeu et je les défausse. Ça peut être très bien. On a la courtisane qui nous permet d'ajouter. Donc, ici, là, j'ai vendu du blé. Mettons que je réussis à mettre la main sur ces 2 tuiles de blé-là ici. Ben, en jouant à la courtisane, ils sont ici, là, vous comprenez l'idée, elle permet d'ajouter 1 ou 2 tuiles d'une marchandise à un lot qu'on a déjà vendu. Donc là, ça viendrait
augmenter là, la force de cette marchandise-là avec 3 scarabées. On a le marchand qui permet de prendre n'importe quelle tuile sur le marché sans toucher au pion Hank. Donc, ce joueur-là pourrait aller chercher tout simplement un autre 3 scarabées ici avec l'ivoire. On a la reine qui permet de prendre en main les 3 prochaines tuiles de la pioche ici et de les garder avec elle dans sa main. Si jamais il y en a moins que 3, ben, soit elle ne peut pas le faire ou elle en prend 2 ou 1 s'il en reste moins. On a le vizir qui permet de regarder toutes les tuiles du bateau corruption de notre adversaire et d'en prendre une qu'on ajoute à notre main. On a les scribes. Si notre adversaire a plus de 6 tuiles en main et qu'on joue un scribe, ben, il doit défausser là, sur son plateau corruption des tuiles jusqu'à ce qu'il en reste que 6 en main. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de limite au nombre de tuiles qu'on peut avoir, mais tant que les scribes n'ont pas été joués, ça peut être risqué de se retrouver là, à se faire jouer ce personnage-là puis de devoir défausser. Et on a le voleur qui permet d'aller voler une tuile dans la main de notre adversaire, d'où l'importance des dos de cartes, là, des dos des tuiles. Donc, évidemment, on ne va pas aller voler nécessairement une tuile de départ avec l'endos gris. Si on veut un personnage, on va être capable de le repérer. On sait que le personnage a le dos rouge comme ça, ou une tuile normale qu'on pourrait aller chercher. Donc, ce sont les différents personnages du jeu. Donc, le jeu se poursuit, le plateau se vide. Ça. Et là, maintenant, on va encore remplir le marché. Bon. Toutes les statues étaient là. Et là, il n'y a plus de tuiles qui restent en dehors du jeu. Tout a été placé, mais on continue à jouer encore. Quand ça va se produire à nouveau qu'on arrive là, disons, ici, là, c'est cette direction-là, mais là, il n'y a plus de tuiles. On ne peut plus faire l'option de piger une tuile. On peut encore vendre des marchandises ou jouer un personnage. Et quand un joueur ne peut plus le faire, la partie est terminée. Donc, par exemple, c'est ce joueur-là qui vient de faire ça. Donc, lui, il pourrait vendre ici. Donc, le personnage-là n'a pas été joué. Là. Donc, il vendrait ses poissons. Celui ici vendrait son ivoire. Quand il n'y a plus de jetons pirogue, évidemment, on ne peut plus en piger. Là. Il y en a 5. On n'en rajoute pas un coup qui sont pris. Je suis en train de perdre la voix. Là, le joueur-là, il lui reste son personnage et son bétail. Mais il est obligé de quand même jouer le personnage, même si l'action ne lui donne rien. Donc, ça dit d'ajouter jusqu'à 2 tuiles, mais là, du bétail, il n'y en a pas. Donc, il va quand même jouer le personnage, le défausser. Ce qui fait que là, ça revient à l'autre joueur qui là, pourrait vendre son bétail. Comme ça. Ça revient à lui, peut plus piger, peut plus jouer de personnage, peut plus vendre de marchandises. La partie s'arrête à ce moment-là. Donc, ça ne revient pas à l'autre joueur qui ne pourra pas se vendre là. Ici, son ébène. Ensuite, les tuiles qui nous restent avant de compter les points. Si vous les avez en lot de 3, vous ne pourrez pas les vendre, mais vous pouvez les défausser. Donc, dans ce cas-ci, ce joueur-là pourrait les enlever. Mais ce qui lui reste va aller sur son plateau corruption. Même chose avec ce joueur-là, il lui reste un bétail, ça va aller sur son plateau corruption comme ça. Après la partie, on va vérifier la corruption. Donc le joueur ici a 1, 2, 3, 4, 5, 6 corruptions. Alors qu'ici, on en a une seule. Donc ce joueur-là pigerait un jeton d'ébène. Également un jeton par lot de 3 que le joueur adverse a. Donc ici, il y en a 6 contre 1. Donc je ne peux pas compter 2 fois 3. Il aurait fallu qu'il y en ait 7 pour avoir 2 lots de 3 de plus que moi. Vu qu'il y a un lot de 3 de plus que moi, je vais piger 2 jetons d'ébène que je vais ajouter à mon pointage. C'est un 4 et un 5.
On fait le total ensuite de nos points des marchandises vendues, donc le nombre de scarabées fois le nombre de tuiles marchandises. On fait ça pour chaque famille qu'on a vendue. On ajoute nos points avec les jetons d'ébène ou certains jetons pirogues qui auraient pu nous donner des points. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui aurait le moins de corruption qui serait à ce moment-là déclaré vainqueur. Si au niveau des jetons corruption, c'est également égaux, ben, les joueurs se partagent tout simplement la victoire. Maintenant que vous savez comment jouer, on va regarder l'extension Les Trésors du Pharaon. Donc, ça ajoute quelques petits trucs, là, mais vous allez voir que ça ne vient pas changer le jeu là, outre mesure. Donc, ça ajoute 2 nouveaux jetons pirogues, un qui permet de venir défausser au hasard un jeton d'ébène de l'adversaire. Pour l'exemple, je les gardais face visible, mais en général, les jetons d'ébène que vous pigez sont face cachée. Donc ça permet d'aller en enlever un au hasard à l'adversaire. Et celui-là ici qui ajoute 2 scarabées, soit, j'oublie toujours là, à l'ébène ou au marbre. Donc, voilà. Ça ajoute également 2 nouveaux personnages, ici comme ça, que vous ajoutez, que vous mélangez avec les tuiles du jeu. Que font les 2 nouveaux personnages? Bon, on a l'espionne ici qui permet d'appliquer le pouvoir d'une tuile personnage, d'une tuile personnage qui a déjà été jouée pendant la partie. Donc on peut rejouer, peu importe si ça a été joué par nous ou un adversaire, là, ça nous permet de rejouer un personnage déjà joué. En tout cas, on a le conseiller royal ici qui permet de défausser un jeton corruption royale de votre choix parmi ceux en votre possession. C'est quoi un jeton corruption royale? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Là. C'est la nouveauté que ça apporte avec l'extension des pharaons. Donc, en plus des 2 personnages, on va également mélanger ces 6 nouvelles tuiles dans le jeu. C'est des tuiles qui permettent de choisir entre 2 marchandises dans lesquelles on va la vendre et qui donne 2 scarabées. C'est très très fort. On les mélange avec les tuiles et quand on les positionne, c'est comme les personnages, elles vont être positionnées face cachée sur le plateau, comme ça. Comme ça. Et des tuiles très fortes comme ces nouvelles tuiles-là, ça vient avec un certain risque. Donc, disons que le joueur ici vient récupérer la tuile. Bien, chaque fois qu'on va prendre une tuile sur le marché avec ça, on va devoir piger un des jetons corruption royale qui sont ici, qui vont avoir été mélangés, placés face cachée, comme ça, trait du jeu. Et on va en piger une. Chaque fois qu'on prend une tuile sur le marché de cette catégorie-là, on va regarder un peu le chiffre secrètement c'est quoi, on va le placer avec notre plateau corruption. C'est vraiment uniquement lorsqu'on prend une tuile sur le plateau marché qu'on doit la piger. Donc si, exemple, le joueur a pris ça, mais là, entre-temps, je joue la tuile personnage qui me permet de voler, puis là, je viens voler cette tuile-là, ben, j'ai pas besoin de repiger un jeton corruption royale, ça a déjà été fait. Donc, c'est vraiment uniquement qu'on la prend là. Même chose, si la tuile se trouvait ici, puis que je pige 3 tuiles avec le personnage qui me fait piger 3 tuiles, ben, je ne pigerai pas de jeton corruption royale. Puis ce que ça fait, ben, c'est une valeur de 1 à 6, on l'ajoute à notre corruption, et à la fin de la partie, si on a encore ces jetons-là en notre possession, eh bien, qu'on ne l'a pas défaussé là, avec ce personnage-là, exemple, bien, on l'ajoute le total à notre corruption. Donc là, je serais rendu à 5. Dans l'exemple ici, j'aurais quand même pigé un jeton d'ébène parce que j'en ai 5 versus 6, mais j'aurais pas pigé de supplémentaire parce qu'on n'a pas de différence de plus de 3 ou plus. Donc c'est ce que ça ajoute, cette extension. Donc des tuiles très fortes, mais qui viennent avec un certain risque que vous allez peut-être réussir à gérer puis à rendre ça encore plus payant pour vos ventes de marchandises. À noter que quand on vend un lot avec les nouvelles tuiles comme ça, il faut que la famille dans laquelle on le vend, ce soit clairement établi. Là. Donc, je vous donne un exemple. Là. Ce joueur-là ici avait réussi à récupérer les statues comme ça, puis il décide de vendre le lot. Bon, on comprend que ça va s'ajouter à sa famille de poissons, il n'y a pas de problème. Mais
si le joueur n'avait pas eu de poisson en sa possession, ni non plus de marbre, il ne pouvait pas faire une vente de ça parce que c'est pas défini, là. C'est du poisson, c'est du marbre, on ne le sait pas. Il faut vraiment que ce soit clair. Si là, il y avait eu ça comme ça, ok, c'est bon, on comprend que c'est un lot de marbre qu'il va vouloir vendre. Donc, il faut quand on vende une tuile comme ça, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, là, que ce soit clair à quelle famille elle appartient. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à ça avec 2 joueurs et à son extension Les Trésors du Pharaon. Je me répète, mais c'est un jeu que moi j'aime beaucoup. J'y donne d'ailleurs une note de 8.5 sur 10. L'extension ajoute vraiment un beau petit plus. Ça ne vient pas tout changer le jeu, là. C'est vraiment juste parfait pour rendre le jeu encore plus intéressant. Puis avoir encore envie de le sortir même après quelques années. Là. C'est un jeu que j'aime encore beaucoup jouer. Un beau jeu de duel que je vous recommande si jamais vous ne le connaissiez pas ou que vous n'étiez pas sûr. Là, j'espère vous avoir convaincu parce que je pense que c'est un jeu qui vaut la peine. Donc voilà, ça fait le tour pour moi. Si vous avez aimé la vidéo ou que vous aimez là, suivre des vidéos de règles comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Puis sinon, je vous dis simplement à la prochaine. Merci beaucoup.